23 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone a accordé une audience au directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. L'état de la coopération entre l'AFD et la Côte d'Ivoire a été évoqué au cours de cette audience. Nous ferons le point de cette rencontre avec Viviane Aïma en ouverture de cette édition. Agenda chargé pour le Premier ministre Patrick Hachi à San Pedro. Le chef du gouvernement a procédé au lancement d'un programme dénommé Farming Innovation, un programme censé accompagner les idées innovantes dans le domaine de l'agriculture. Puis il a présidé la cérémonie de pose de première pierre d'une usine de transformation de cacao d'une valeur de 73 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement investi président de la transition. Face aux membres du Conseil constitutionnel, il a levé la main droite et a juré sur son honneur de préserver, de respecter, faire respecter et défendre la Constitution. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. En visite à Abidjan, le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, a été reçu en audience ce vendredi par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone. À l'état de la coopération entre l'AFD et la Côte d'Ivoire a bien entendu été évoqué au cours de cette audience. Le compte-rendu avec Viviane Aïma. En visite de travail à Abidjan, le directeur général de l'Agence française de développement, l'AFD, Rémi Rioux, a eu un long entretien avec le vice-président de la République, Kone Tiemokom Eliette, qui l'a reçu à son cabinet ce vendredi 21 octobre. L'Agence française de développement, institution financière publique, qui a pour mission de combattre la pauvreté et favoriser le développement durable, apporte un appui financier appréciable au gouvernement ivoirien dans la réalisation de ses programmes de développement. Je suis venu également, bien sûr, prendre son avis sur notre coopération. J'étais avec monsieur l'ambassadeur, et notamment sur tout ce que l'AFD, au nom de la France, met en œuvre dans le pays. C'est 2000 milliards de francs CFA, qui ne sont pas des promesses, qui sont en cours d'exécution, à Abidjan, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble du pays. J'ai eu la chance hier d'inaugurer avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le lycée professionnel technique de Yopougon. On va aller voir la ministre de la Culture. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel pour structurer, renforcer ce secteur économique, et puis qui est source d'inspiration. Je signerai cet après-midi 2 mécanismes de garantie avec Ecobank pour continuer là aussi à appuyer l'élargissement, l'approfondissement, la transformation du système financier ici sur la place d'Abidjan, de telle sorte qu'il soit capable de financer de façon plus forte encore l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, les entreprises existantes, pour permettre au pays de faire de la jeunesse nombreuse, de plus en plus qualifiée, qui arrive sur le marché du travail, une chance, évidemment, pour poursuivre son développement et créer toujours plus de valeur. Donc voilà, c'était un peu les 2 objectifs, vraiment comprendre là où en est le pays, et puis bien positionner nos appuis, nos opérations pour être le plus utile possible dans ce partenariat d'égal à égal, où la France et la Côte d'Ivoire cherchent à contribuer à trouver des solutions aux crises, aux dérèglements dans lesquels nous sommes tous plongés. L'AFD existe depuis 1941 et est le partenaire historique de la Côte d'Ivoire, car elle a de tout temps apporté son appui financier au développement de la Côte d'Ivoire, intervenant dans tous les secteurs prioritaires de son développement. Dans la ville de San Pedro, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé au lancement d'un programme dénommé Farming Innovation Programme. Ce programme devrait aider à la promotion et à l'accompagnement d'idées innovantes dans le domaine de l'agriculture. Ce programme sera exécuté par AgriEdge, une start-up marocaine. À plus de précisions avec Jean-Louis Bango. Faire éclore les idées innovantes qui peuvent transformer la vie de millions de petits fermiers ou de supporter les jeunes porteurs de projets dans le monde agricole. C'est l'idée fondatrice de Farming Innovation Programme, fruit d'un partenariat entre le groupe OCP Africa et l'incubateur marocain
AgriEdge en faveur de la création d'un écosystème agricole intelligent. Cette année, on a dit qu'il y a des contraintes qu'il faut qu'on les prenne en compte, des contraintes locales, comme ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, une agriculture qui est différente des autres pays, des défis qui sont différents des autres pays. Pour cette raison, nous avons lancé une édition spécifique qu'on a appelée Farming Innovation Programme Édition Côte d'Ivoire, dont l'objectif, c'est prendre en compte les défis de l'agriculteur ivoirien et développer des solutions adaptées avec ses besoins afin qu'il puisse tirer au maximum de l'agriculture en s'appuyant sur le digital. Les technologies digitales, plus que jamais, une nécessité pour améliorer la compétitivité des agriculteurs ivoiriens. Une réalité qui motive l'implication du gouvernement dans ce projet novateur, avec San Pedro comme point d'ancrage. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information constitue ainsi une formidable opportunité pour maximiser les effets de la croissance économique de notre pays à travers la création d'emplois de meilleure qualité et plus productifs dans l'agriculture. L'agriculture de précision, favorisée par les nouvelles technologies, offre des informations pour aider les agriculteurs à optimiser et à augmenter la qualité de la productivité dans plusieurs domaines clés, notamment l'efficacité de l'utilisation des ressources dont l'eau, la durabilité, la rentabilité, la productivité et la qualité. Les candidats start-up qui seront sélectionnés dans le cadre de ce programme auront accès à des phases de mentorat et d'accompagnement pour la mise en œuvre des solutions qu'ils auront conçues. Ce, pour répondre aux défis des petits agriculteurs et des coopératives agricoles. Et toujours à San Pedro, le chef du gouvernement, Patrick Achi, a présidé la cérémonie de pose de première pierre d'une usine de transformation de cacao d'une valeur de 73 milliards de francs CFA. Cette usine aura une capacité de transformation de la fève de cacao en beurre, en poudre, masse de tourteaux de cacao de 64 000 tonnes par an. Cela devrait contribuer à la politique de transformation locale du cacao impulsée par le chef de l'État. Le Premier ministre a rendu hommage à l'opérateur économique ivoirien Koni Dosangui à l'origine de cet investissement, souhaitant que cette initiative inspire d'autres investisseurs nationaux. On retrouve Jean-Louis Gongo. C'est sur les terres de Djirounié Payo, sur l'axe San Pedro-Meyagui, que le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre de Atlantic Cocoa Corporation, une unité de transformation de la fève de cacao en beurre, tourteau, poudre et masse de cacao. Un investissement signé Atlantic Group de l'homme d'affaires ivoirien, Koni Dosangui. Le président Alassane Ouattara a en effet invité ses concitoyens à débrider le potentiel de la Côte d'Ivoire par des réformes structurelles courageuses et un programme d'investissement ambitieux pour transformer le binôme café-cacao, binôme trop longtemps resté à la limite inférieure de l'échelle des valeurs. Un projet de transformation de cacao d'une capacité de 64 000 tonnes au démarrage et très rapidement qui pourra monter à 100 000 tonnes. Parce qu'au niveau de certains ateliers, on est déjà à 100 000 tonnes de capacité par an. Un quai d'empotage des conteneurs qui vont servir à emporter nos différents produits finis, des laboratoires, des bureaux, une infirmerie, une cantine pour le personnel et divers bâtiments annexes. Un investissement de 73 milliards de francs CFA qui sera bâti sur une période de 24 mois sur une surface de 9 hectares. Un investissement qui augure de bonnes nouvelles aussi bien pour la jeunesse que pour l'agriculture ivoirienne. La création d'une usine de transformation du cacao s'inscrit dans la droite ligne des axes stratégiques de la politique de développement du secteur agro-industriel et dont l'objectif principal est le renforcement de la chaîne des valeurs agricoles à travers la transformation de nos matières premières au niveau local. C'est aussi un événement majeur pour San Pedro, car créer une usine sur un territoire donné, c'est agir pour dynamiser l'activité économique du dit territoire. S'il se réjouit de l'importante contribution que cet investissement va apporter à la politique de transformation locale du cacao, le Premier ministre a surtout lancé un appel aux opérateurs économiques nationaux pour une participation plus accrue dans les investissements agricoles. Quels que soient les investisseurs privés qui viendront investir chez vous pour transformer, pour développer, ils ne pourront jamais mieux faire
que ceux qui habitent le pays eux-mêmes. On a besoin de leur savoir-faire, mais il faut également, de façon endogène, que nous, dans notre pays, nous puissions voir émerger des hommes, de grands industriels comme vous, qui inspirent des générations et qui aident le pays à grandir. C'est également l'opportunité, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'interpeller et d'appeler tous les cadres ivoiriens qui en ont l'opportunité, qui en ont les moyens d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la transformation agricole, parce que ce sont également des secteurs qui peuvent générer des ressources extrêmement importantes. Atlantic Cocoa Corporation créera à terme environ 400 emplois directs et 1300 emplois indirects. San Pedro confirme ainsi son statut de terre du cacao. La ville héberge déjà le premier port d'exportation de cacao ainsi que 3 unités fonctionnelles de transformation du cacao. 2 autres unités sont en cours de finition. Ici, à Abidjan, le chef du gouvernement, Patrick Achi, a une séance de travail à la primature avec la Team Europe sur la stratégie cacao durable. L'on note l'engagement de la Team Europe à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie pour un cacao de qualité durable. Alexis Ouedraogo. Les 5 milliards décaissés par l'Union européenne devraient contribuer à renforcer la gouvernance des coopératives cacaoyères et surtout permettre aux producteurs de percevoir des revenus décents. C'est la Côte d'Ivoire qui décide sa vision et nous l'accompagnons. Et l'idée est vraiment de mettre à disposition de coopératives qui sont vraiment le centre de gravité de la production du cacao, un appui technique et financier sur mesure, soit pour développer de bonnes pratiques agricoles, on parle beaucoup d'agroforesterie et autre chose, donc bonnes pratiques, et aussi de gouvernance, améliorer la qualité de la fève pour générer un prix plus élevé et favoriser l'inclusion financière et aussi surtout l'autonomisation des femmes. Les coopératives sélectionnées sont réparties dans la région de la Nawa et de San Pedro, qui font partie de la nouvelle boucle du cacao, le cœur de la production ivoirienne de cette spéculation majeure. C'est l'agence belge de développement qui va gérer les ressources allouées. L'impact qu'on va pouvoir avoir ici en Côte d'Ivoire, on va travailler dans les communautés. C'est la force de notre agence, c'est d'être présent sur le terrain. L'agence belge de développement a été choisie par l'Union européenne comme maître d'œuvre de ce projet pour son expérience dans l'exécution de projets similaires, notamment dans d'autres pays africains. La représentation de cette agence en terre ivoirienne vient d'être inaugurée à Cocody. Et vous l'avez reconnu à la voix, reportage signé Lanciné Bakayoko avant la signature définitive d'un accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne portant sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux forestiers. La Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes, dont l'élaboration des textes réglementaires de code forestier. Les deux parties ont signé des documents portant sur ces futurs accords. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, s'est réjoui de cette avancée qui va accélérer le processus de reconquête du couvert forestier ivoirien. Franck Quadio. Une centaine de feuillets signés. Voici paraphé le document portant accord de partenariat volontaire ou APV entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne contre l'exploitation forestière illégale et la durabilité du commerce du bois. C'est l'aboutissement de négociations débutées depuis 2013. Les parties se sont données comme ambition de vérifier la légalité de l'ensemble de la production forestière, qu'il s'agisse dans un premier temps du bois destiné à l'exportation ou du bois destiné au marché intérieur et sous-régional à l'avenir. L'accord de partenariat volontaire est, selon l'Union européenne, une garantie de bonne gouvernance de la part de ses partenaires. La Côte d'Ivoire a gagné sa crédibilité par l'adoption de mesures fortes telles l'élaboration de nouveaux codes forestiers en 2019, un partenariat jugé gagnant-gagnant. Dans cette optique, le commerce durable est l'horizon de notre APV. La compétitivité du secteur privé dans l'industrie du bois et les autorisations FLEGT vont de pair, car les consommateurs européens sont de plus en plus exigeants sur l'origine légale du bois consommé. Pour Laurent Tchagba, cet axe augure de lendemain plus vert pour l'économie forestière ivoirienne. À travers ce paraphe, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent une étape importante de leur coopération dans la lutte mondiale contre l'exploitation forestière illégale.
l'amélioration de la gouvernance forestière et la promotion du commerce de bois et des produits dérivés certifiés. Quatrième source de recettes d'exportation et gros pourvoyeur d'emplois avec environ 50 000 emplois directs, le secteur forestier a une valeur stratégique pour le gouvernement ivoirien, illustré par ce partenariat avec l'Union européenne basé sur la gouvernance et les échanges commerciaux. Prochaine étape, la ratification de l'accord, ce qui rendra les engagements juridiques contraignants pour les différentes parties. Direction le centre du pays, précisément la ville de Yamoussoukro, où les sénateurs se sont réunis en séance plénière en vue de l'adoption d'un calendrier de travail qui couvre la période du 21 octobre au 21 décembre 2022, le dernier calendrier pour clore 2022. 23 projets de loi seront examinés par les sénateurs. 5 séances d'information parlementaires sont à noter. Kader Sogodougou. En l'absence de Jano Aoussou-Kouadio, président du Sénat, en mission en France, c'est la vice-présidente de l'institution, Emilienne Boubi-Assa, qui préside la séance plénière d'adoption du calendrier de travail, le dernier de l'année 2022. Il part du 21 octobre au 21 décembre, date de la clôture de l'année parlementaire. Un calendrier du reste adopté par l'ensemble des sénateurs présents. L'ordre du jour que la plénière vient d'adopter va nous donner l'occasion d'examiner 23 projets de loi, dont les lois des finances liées à 2021, 2022 et 2023. Nous aurons également 5 séances d'information parlementaire qui seront animées par des membres du gouvernement et de hautes personnalités en différentes matières de notre pays. La particularité de cette séance pour laquelle nous venons d'adopter ce calendrier, c'est que nous avons des projets qui sont actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale. Nous les avons cependant programmés, bien que nous n'ayons pas encore été saisis. Cela pour être plus efficace. La période du 9 au 12 décembre est consacrée à l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023. À cette occasion, chaque ministre viendra exposer son programme de travail et ce que cela va coûter à l'État. Parlons à présent de lutte contre le cancer du sein et de l'appel à la mobilisation des médias autour de la sensibilisation au dépistage précoce de cette maladie. C'était à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville au cours de la cérémonie de lancement de la 6e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Initiée par la structure Ecomédia, ces journées bénéficient du soutien du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle. À thème de cette 6e édition, diagnostiquer tôt pour guérir. Récit de Serge Pacomdidi et Didier Nguessan. Femmes et hommes des médias, tous mobilisés contre le cancer du sein. Pour cette 6e édition des journées de mobilisation des médias contre cette pathologie, il est question de diagnostiquer tôt pour guérir. Et c'est l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville qui met ses locaux au service de la noble cause. Nous participons au dépistage précoce du cancer du sein par notre mammographe. Au nombre des initiatives que nous prenons donc chaque année, il y a la prise en charge à titre gracieux de l'ensemble du personnel féminin, donc au-delà des 40 ans, de notre établissement. Nous avons également baissé le coût de la mammographie cette année. Le cancer du sein a une caractéristique particulière dans notre pays. Nous sommes à 74% de taux de détection tardive, c'est-à-dire qu'il y a un manque véritablement d'informations. Donc en Côte d'Ivoire, les femmes mourraient plus, non pas de la maladie, mais plutôt par ignorance. Donc qui mieux que le média pouvait passer cette information de sensibilisation auprès de ces populations-là. Ces journées visent également à mobiliser les professionnels des médias pour une sensibilisation permanente. D'où un partenariat avec les médias, dont la radio-diffusion-télévision ivoirienne, représentée par Abiba Dambélé, directrice des journaux de l'information de RTI 1. Cette lutte bénéficie également de l'appui des professionnels de la santé. Il présente ici les avantages du dépistage gratuit du cancer du sein. On peut guérir du cancer du sein. Le traitement du cancer du sein est en fonction du stade. Quand on découvre tôt, on en guérit. Quand on découvre un stade un peu localement avancé, on associe des traitements pour aboutir à la rémission. Mais quand on découvre tard, l'objectif, c'est d'améliorer la suivi et le confort. L'engagement médiatique trouve également un écho favorable auprès des ministères en charge, respectivement de la famille et de la santé. Monsieur le ministre Pierre Demba demande déjà
à toutes les populations de fréquenter les établissements sanitaires. Cela va nous permettre, sans véritable coût, de faire un dépistage systématique pour tous ceux qui viennent consulter dans un établissement sanitaire. Monsieur le ministre de la Santé, pour réduire le problème d'accessibilité financière, demande à la population d'avoir les 4 CMU pour pouvoir rapidement faire des consultations à moindre coût. Une chanson de sensibilisation, des campagnes de proximité et des dépistages gratuits meubleront ces journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 21 octobre 2022 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 618 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 23 guéris et 0 décès. À date du 21 octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 691 cas confirmés, dont 86 809 personnes guéries, 827 décès et 55 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 639 204 le 20 octobre 2022. 10 859 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 588 390 doses du 1er mars 2021 au 20 octobre 2022. Madame, Monsieur, une étude menée par l'UNESCO révèle qu'avant la Covid-19, plus de 90% des élèves en Afrique subsaharienne n'étaient pas en mesure de lire et de comprendre ce qu'ils lisaient à l'âge de 10 ans. Et cette situation se serait aggravée avec la pandémie de Covid. Une insuffisance d'enseignement de lecture serait la principale cause de cette situation. Fort heureusement, certains pays font office de bons élèves et la Côte d'Ivoire en fait partie. Sur le sujet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, présente à Maurice a donné connaissance des méthodes employées par la Côte d'Ivoire lors d'une plénière, la triennale de l'ADA. L'ADA, c'est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le récit de Mamadou Kouassi. Si l'apprentissage fondamental est en crise en Afrique, ce n'est pas le cas pour certains pays, dont la Côte d'Ivoire. De nombreuses initiatives ont été menées par le gouvernement pour renforcer l'éducation de base. Il y a le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, le PAPSE en abrégé, qui est en cours de mise en œuvre en Côte d'Ivoire grâce à l'appui du Partenariat mondial pour l'éducation. Et c'est un projet qui a développé, entre autres, un ensemble de programmes pour améliorer les résultats de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Par exemple, pour la stratégie nationale des premiers apprentissages, il convient d'indiquer qu'elle était devenue une exigence face à la multiplicité des initiatives, y compris des initiatives d'ONG, de philanthropes et du secteur privé. Outre ces initiatives, la ministre Mariatou Koné a également signifié que d'autres mécanismes ont été mis en place pour mettre l'enseignant au cœur de l'apprentissage fondamental. Par exemple, dans le domaine du suivi et de l'encadrement des enseignants, on peut citer, pour ce qui concerne uniquement l'enseignement préscolaire et primaire, la réalisation de 17 865 visites de classe réalisées au préscolaire et au primaire, l'organisation de 5 907 ateliers de formation au primaire, ayant touché 59 070 enseignants, la formation de 1800 instituteurs adjoints admissibles au certificat d'aptitude professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est résolument engagé dans une dynamique d'innovation qui s'articule autour de 4 composantes qui sont mise en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes, production de ressources pédagogiques numériques, élaboration de documents de cadrage et de stratégies de réforme du collège, renforcement du suivi et encadrement pédagogique des enseignants. La ministre Mariatou Koné a également précisé que ces réformes et initiatives vont se poursuivre pour une école de qualité sur l'ensemble du territoire national. Un partage d'expériences bien apprécié par l'ensemble des participants qui veulent s'inspirer de ce modèle ivoirien. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadioko Lambertin, a lancé hier jeudi dans la commune de Lakota la construction du centre multiethnique d'arbitrage et de médiation, ou la Maison des chefs, un édifice pour les chefs coutumiers donc de Lakota. Ce projet se veut le symbole de la promotion de la paix, de l'union et du développement dans le département de Lakota et dans la région du Lodjibois. Jean-Marc Tchéchi. Les actions de paix se dessinent à Lakota, la cité des éléphants. Une maison des chefs va bientôt s'ouvrir dans le dit département.
La cérémonie officielle de pose de la première pierre de cet édifice symbolique, dénommé Centre multiethnique de médiation et d'arbitrage CEMA, se déroule à la mairie de Lakota. Une action supervisée par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin. Cet édifice, une fois érigé, se veut un centre de réflexion et de règlement des conflits pour les élus et les 27 chefs de village des 6 sous-préfectures de la localité de Lakota. Cette maison sera pour nous un lieu de rassemblement, maillon essentiel de la cohésion sociale, de la réconciliation et du vivre ensemble. Le département de Lakota enregistre plus de 200 000 habitants avec une communauté multiethnique. Un atout à promouvoir. Les populations de Lakota sont résolument engagées à faire de la réconciliation nationale une réalité. L'union se construit, mais il faut en avoir, n'est-ce pas, la volonté. Chez nous, à Lakota, nous avons des priorités de développement qui ne peuvent pas attendre. Au vu des potentialités de la région, le ministre Kwadio Konan-Bertin invite les élus locaux et les populations à être des relais de la paix. Les chefs, pour la plupart, jouent un rôle éminemment important dans l'entretien et le maintien de la cohésion sociale. Par le passé, c'est sous l'arbre à palabre que nous réglions nos problèmes. Les temps ont changé. Une maison qui fait office d'arbre à palabre, qui va donc abriter les chefs de Lakota, pour leur permettre de régler, même d'anticiper sur toutes les questions qui peuvent troubler la cohésion sociale. Les travaux de la Maison des chefs débuteront dans les 3 prochains mois. Le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage CEMA de Lakota, une fois achevé, sera le premier dans l'ouest du pays et le 24e du genre sur toute l'étendue du territoire national. Le comité d'organisation de la Cannes 2023, le COCAN, a organisé la première édition de son Business Club, destiné à présenter ses besoins aux PME ivoiriennes. C'était à l'espace Latry Event de Cocody. Des échanges enrichissants selon nos reporters sportifs Salif Ouattara et Jean-Sylvain Resso. Le COCAN Business Club est le carrefour d'opportunités d'affaires que les PME ivoiriennes ont longtemps souhaité afin de pouvoir montrer tout le savoir-faire ivoirien lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En tenant ce premier Business Club, le COCAN veut surtout faire connaître ses besoins au secteur privé local. Après plusieurs mois de travaux de réflexion, d'études et d'évaluation, nos équipes ont sorti l'assiette des besoins dans tous les secteurs de l'organisation. C'est un travail de précision qui a été fait de sorte à faciliter les étapes où la commande publique sera exprimée. Pendant 3 heures, les jeunes chefs de département et de projet COCAN ont ainsi listé ses besoins lors de 4 sessions. La première portant sur les besoins au niveau des infrastructures. La deuxième axée sur les attentes en termes d'hébergement, de restauration et de logistique. La troisième centrée sur les exigences du binôme marketing-communication. Et la quatrième sur l'acquisition de matériel et de fourniture de services. Nous sommes à un carrefour d'opportunités. Il est évident qu'après tout ce qui nous a été présenté comme besoin exprimé, à 1 an, chaque secteur d'activité devrait pouvoir prendre sa part. Nous sommes déjà prêts et nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux différents besoins de l'organisation de la Cannes, bien entendu dans nos différents domaines de compétences. Cette première édition du COCAN Business Club a permis aux nombreux opérateurs économiques venus de tous les secteurs d'activité de mieux cerner les attentes de l'État ivoirien pour la Cannes 2023, baptisée la Cannes de l'hospitalité. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, prépare les futures échéances électorales. Le directeur du parti s'est réuni afin de plancher sur les stratégies qui lui permettront de gagner ces élections futures locales. Éric Goré. Remporter les futures élections locales haut les mains, c'est à cela que s'attelle le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Gilbert Koné-Kafana, président du directoire, et ses collaborateurs planchent sur le dispositif mis en place par la structure chargée des élections au sein du parti. Le premier défi qui s'impose est de faire en sorte que le fichier électoral au niveau du parti soit à jour. Ce processus part de la collecte des données des requérants, au traitement de ces données, à la production de la liste électorale provisoire, à la gestion du contentieux, aux corrections,
à la consolidation des données, à la production de la liste électorale définitive pour aboutir à l'édition de la carte d'électeur. En plus de la révision de la liste électorale, le RHDP entend sensibiliser tous les Ivoiriens qui ne sont pas encore déclarés à l'état civil à le faire. À ce sujet, donc, le secrétariat national chargé des élections a proposé un dispositif pour sensibiliser, mobiliser, encadrer les militants et sympathisants du parti non encore inscrits pour maximiser leur présence sur la liste électorale. Le directoire du RHDP en a profité pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa grande vision qui fait du RHDP le plus puissant parti politique du pays. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement investi à président de la transition dans le pays. Face aux membres du Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré a levé la main droite et a juré sur son honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Il a rassuré qu'il tiendra tous les engagements pris devant tous les amis et partenaires du Burkina Faso. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Tchad, où un calme est revenu dans le pays, à part quelques échauffourées signalées donc ce vendredi matin à N'Djamena et à Moundou. La circulation a repris, certaines voies ont même été nettoyées. La police aurait investi certains quartiers de N'Djamena et de Moundou pour interpeller d'éventuels manifestants qui auraient été identifiés. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.